Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui derrière le micro après une quinzaine de jours de vacances pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 157 aujourd'hui. Eh bien oui, ces vacances ont été relativement chargées puisqu'elles avaient commencé le 16 avril par une course du côté d'Orléans, un 10 km dans ces rues où j'ai vécu pendant de nombreuses années lors de mes études universitaires et un résultat probant. Après cette course en demi-teinte du côté de Chartres, ce semi-marathon où le chrono n'était pas à la hauteur de mes espérances, où la gestion de course n'avait pas été bonne, où la semaine et les heures qui avaient précédé cette compétition avait été un petit peu chaotique, c'était l'occasion, alors pas de prendre une revanche, mais de repartir sur une note positive. Eh bien, le beau temps était au rendez-vous et le chrono également, puisque je termine cette course en moins de 40 minutes, environ 39 minutes 50, ce qui m'a donné un bon coup de boost pour débuter ces congés de printemps. Je suis ensuite parti quelques jours en Loire-Atlantique, mon fief de vacances, pour aller gambader sur le chemin des douaniers. Et puis, il m'a fallu rentrer rapidement puisque nous avions prévu en famille une semaine en Crète. Mais avant de prendre mon envol et de migrer vers le bassin méditerranéen, je devais participer à une course. Elle était le dimanche, ça ne se calait pas forcément bien avec notre emploi du temps puisqu'on devait rejoindre l'aéroport, ce qui fait que j'ai organisé une petite course test à l'occasion d'une séance sur piste, un 5000 mètres, et l'objectif étant de me rapprocher de ce meilleur chrono réalisé sur ce 5 km, à savoir 17 minutes 59. Eh bien, avec la forme du moment, avec ce bricolage de plans depuis Chartres, j'ai pas fait grand chose, j'ai pas fait beaucoup de volume, ça a été assez diffus avec des périodes relativement cool au niveau de l'entraînement. Eh bien, j'ai quand même réussi à aller décrocher un chrono autour de 18 minutes et 2 secondes pour être précis. Alors, la piste, c'est pas forcément le meilleur révélateur pour établir un chrono, mais j'ai déjà effectué ce genre de test dans les mêmes conditions et la forme est à peu près au niveau de ce que j'ai fait à la sortie du Covid. Donc autant vous dire que là j'étais bien préparé. Là, en l'étant un peu moins, le chrono est quand même satisfaisant, avec une gestion de course qui était plutôt bonne. J'ai pas faibli, j'ai même pu accélérer un petit peu sur la fin. Donc au sortir de cette première partie de vacances, j'étais gonflé, boosté, prêt justement à aller peut-être décrocher d'autres objectifs sur ce mois de mai qui s'annonce très chargé sur le plan professionnel. C'est une période cruciale pour l'orientation de mes élèves, les conseils, les examens. Donc là, on est dans le rush jusqu'à la fin du mois de juin. Et sur un plan personnel, l'agenda est complet, tous les week-ends sont bookés avec anniversaire, mariage, déplacement dans le sud de la France. Autant vous dire que pour calibrer un entraînement, ça s'annonce très très difficile. Ma volonté première étant de remettre le couvert sur semi-marathon, je pense sagement me rabattre sur un 10 km le 4 juin prochain du côté de Moulins. Je n'aurai, je pense, pas la possibilité de m'entraîner aussi sérieusement que je l'avais fait pour Chartres. Je sais que la préparation d'un semi-marathon est très exigeante, qu'il faut quand même du sérieux, du repos et l'alimentation calibrée. Et là, avec ces anniversaires, mariages, déplacements, ce sera pas le cas. Donc je repousse de quelques semaines, de quelques mois, la préparation dans de bonnes conditions de ce semi-marathon. En tout cas, cette semaine de vacances en Crète, pour revenir un petit peu en arrière, a été vraiment ressourçante, enrichissante, l'objet de nombreuses visites, de rencontres, de découvertes. Et comme j'avais glissé ma paire de chaussures dans la valise, j'ai pu très modestement laisser ma trace sur cette île, comme ont pu le faire les Vénitiens et les Ottomans.
En tout cas, c'était dépaysant de pouvoir courir dans un pays autre que le sien, autre que les chemins d'entraînement habituels. D'un côté, la mer à perte de vue, et en tournant la tête, j'avais une vue sur la montagne, parfois enneigée, avec des sommets encore couverts de quelques plaques de neige en ce mois d'avril. Alors toutes les bonnes choses ont une fin, le retour c'était lundi, mardi matin direction le lycée et mardi soir j'ai voulu effectuer une séance de running et je pense qu'il y avait encore un petit peu de fatigue liée à l'avion, liée aux nombreuses sorties, visites, périples et découvertes que nous avons pu faire en Crète et j'ai ressenti une petite pointe derrière le mollet, donc je vais lever le pied, être un petit peu à côté de mes pompes pour les prochains jours, peut-être axé sur un travail de renfort et de vélo pour compenser et contrecarrer un petit peu ces tensions qui surviennent. Et ça fait de toute façon écho avec mon invité du jour, puisque j'ai eu l'immense plaisir de recevoir Agnès Espana, qui est une docteure en neurosciences, une ancienne collègue de l'Éducation nationale, qui s'est reconvertie en professeur de yoga et qui pratique également la course à pied. Durant ses expérimentations en running, Agnès a rencontré la blessure. Et plutôt que de se lamenter, elle en a fait une force, un atout, et elle considère aujourd'hui la blessure comme une chance. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu provocateur comme argumentation, mais on peut, je pense, tirer beaucoup d'enseignements de ces périodes d'inactivité en running parce que nous sommes blessés, parce que nous n'avons pas la possibilité de pratiquer notre sport privilégié. On va donc évoquer dans cet épisode avec Agnès le cheminement que rencontre le coureur blessé, comment mettre à profit ce temps qui s'offre à nous lorsque nous sommes privés de notre pratique préférée. Quelles sont les différentes étapes pour revenir au minima à son niveau d'avant ou peut-être bonifier et être encore meilleur. Après cette longue introduction, vous m'excuserez puisque je n'ai pas pu pendant toute cette quinzaine vous livrer mon actualité personnelle sur le plan sportif. Eh bien, il est temps pour moi de vous laisser en compagnie d'Agnès Espana. La blessure, une opportunité pour progresser, c'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Agnès, merci d'être l'invitée du podcast À côté de mes pompes aujourd'hui. Alors on va se poser une question autour de la blessure. En quoi ces périodes d'arrêt dans notre vie de sportif peuvent-elles être une opportunité pour progresser? Alors avant de détailler et de converser autour de cette question, je vais te laisser te présenter et bienvenue sur le podcast. Bonjour Sébastien et merci à toi de m'accueillir sur ton podcast et de me permettre de délivrer mon message à tes auditeurs. Donc, je me présente, je suis Agnès, je suis professeure de yoga à 100% à présent. Je viens de déménager à Toulon, donc très récemment. Je me rapproche de ma famille et puis de la mer, soyons clairs. Et à côté de ça, donc j'étais avant professeure à Pau. Et donc, je viens d'emménager à Toulon et je me spécialise aussi en ligne et, comme tu le disais, sur la blessure sportive. Côté passé académique, j'ai un passé qui est très classique. J'ai fait les grandes écoles. Donc, pour moi, c'était l'ENS en sciences de la vie et de la terre. Et ça m'a ouvert deux portes. Une première porte qui m'a permis de faire une partie de ma carrière à l'Éducation nationale en tant que professeure de SVT. Et j'ai récemment quitté l'Éducation nationale, on va dire, pour faire bref, pour cause d'incompatibilité de vision. Donc là, vraiment, je suis dans une période de grand saut. J'ai laissé tomber l'Éducation nationale, j'ai déménagé, mais bon, c'est plus drôle comme ça, avec un double grand saut. Et mon passé académique m'a aussi permis de faire un doctorat en neurosciences. Donc ça, je l'ai fait à Bruxelles et un post-doctorat en neurosciences, cette fois-ci à Bordeaux. Que peuvent apporter aujourd'hui, Agnès, les neurosciences dans la pratique du yoga et dans le running ?
Alors, les neurosciences, déjà pour moi, c'est une passion depuis, alors bon, peut-être pas toujours, hein, mais j'ai toujours été super attirée par les sciences. On en avait parlé, mais je sais pas si ça parlera aux auditeurs, mais la première fois que mon prof de maths m'a dit que I carré était égal à -1, j'ai trouvé ça absolument génial. Pareil, la première fois qu'on m'a parlé de l'effet placebo, j'ai trouvé ça juste fantastique. Donc déjà, pour moi, c'est quelque chose de vraiment ancré en moi, cette passion des sciences. Et puis, j'ai aussi une passion du sport, une passion du coup du corps, du rapport au corps. Et les neurosciences, pour ça, c'est vraiment quelque chose de privilégié. Et donc, voilà aussi pourquoi je suis allée vers les neurosciences, en particulier dans les sciences. Et ce que j'en tire, c'est plusieurs choses. Déjà, un aspect scientifique et rationnel. Je pense que je l'ai à la base, mais ça m'a vraiment permis de le travailler, notamment quand on fait un doctorat, un postdoc, on est vraiment confronté à cet aspect scientifique, hein. Et puis, ça m'a permis d'avoir une connaissance des limites, des limites de ce qu'on sait, une certaine humilité en fait par rapport à ce que je peux déclarer comme vrai ou pas vrai. C'est-à-dire que voilà, il y a des choses où on sait que c'est vrai, c'est prouvé scientifiquement. Il y a des choses où on ne sait pas. Et là, voilà, là-dessus, je vais être très claire. Je vais dire, je sais pas. J'ai pas justement la science infuse. Donc ça, je trouve que c'est important d'avoir ça. Ça m'a permis d'avoir aussi un esprit un petit peu critique, justement, de valider des mécanismes qu'on va connaître en yoga. Par exemple, la méditation. OK, on me dit que c'est bien, mais est-ce que vraiment c'est vrai scientifiquement? Et puis, comme je disais un petit peu, de prendre du recul par rapport à des choses qui peut-être vont être un peu plus, entre guillemets, perchées. Donc ça, je le rejette pas du tout. Mais en tout cas, voilà, je prends du recul. Je dis peut-être, peut-être pas, mais je vais pas faire d'affirmations dogmatiques. Et la dernière chose, et ça peut paraître assez bizarre, mais je vais rejoindre l'épisode avec Cyril Gindre, qui parlait des études scientifiques et qui parlait de l'unicité de la personne. Et ça, c'est assez génial parce que on peut avoir des études scientifiques avec des probabilités, avec des statistiques, et ça a vraiment, c'est super important hein, de valider statistiquement. On ne pourra pas affirmer n'importe quoi si c'est pas validé statistiquement. Par contre, ce qui va être important, c'est d'avoir conscience que parmi ces statistiques, les individus sont uniques. Et ça, c'est super intéressant. Et en yoga, c'est plus qu'utile parce que les gens qu'on a en face de nous sont voilà à chaque fois uniques et il faut vraiment le prendre en compte. Alors, tu parlais des bienfaits de la méditation et si on le met en opposition avec la science, est-ce que c'est pas contradictoire ou est-ce que c'est complémentaire de pouvoir, entre guillemets, évaluer les bienfaits de la méditation? On va être sur du ressenti personnel. C'est un petit peu en opposition avec des faits, avec des choses que tu peux vraiment quantifier, ce que la science, entre guillemets, nous fait ressortir. Alors, écoute, non, pas du tout en fait, parce que ok, tu vas évaluer des choses entre guillemets qui vont être un peu plus, comment dire, un peu plus subjectives, mais le stress, les pathologies liées au stress, ça c'est pas subjectif. Tu peux très bien évaluer hein, ton échelle de stress sur une échelle de 0 à 10. Donc on va quand même essayer de quantifier les choses, mais je suis sûre que les auditeurs peuvent très bien dire ok, aujourd'hui je suis sur une échelle de stress de 1 et aujourd'hui de 10. Ce qui est important avec ces études de méditation, c'est de respecter ce qu'on fait dans des études classiques, respecter le fait qu'on ait un groupe contrôle par exemple, des choses toutes bêtes comme ça. Je vais pas faire méditer des gens et puis dire oh ben ils vont mieux et puis ça veut dire que la méditation ça marche. Non, je vais faire un groupe contrôle qui ne médite pas. En vrai, je vais faire aussi peut-être d'autres groupes avec d'autres pratiques. Et là, c'est pareil, il y a des pratiques qui sont très efficaces également. Hein. Il n'y a pas que la méditation. Je prétendrai jamais que la méditation, c'est la réponse à tout dans la vie. Hein. Mais en tout cas, on sait que la méditation aide, ça c'est certain. Et en plus, on a même montré que ça crée des remaniements au niveau du cerveau, notamment au niveau de la plasticité synaptique. Donc, grâce à la méditation, je vais venir remodeler tous mes circuits neuronaux. Et ça a été prouvé. Alors, ça a été prouvé avec plutôt des grands méditants, donc des gens qui méditent vraiment énormément, mais on sait que ça va être également applicable à des gens qui méditent un peu moins, avec forcément un peu moins d'impact. Et puis, là, j'ai envie de dire aussi, il y a aussi tout simplement le bon sens, entre guillemets, c'est-à-dire essayer de méditer juste quelques minutes pendant une semaine et je vous garantis
que vous allez ressentir quelque chose. Donc, juste aussi faire la découverte par soi-même, ça peut être très intéressant. Justement, sur cette méditation par soi-même quelques minutes, comment tu pourrais nous expliquer comment y arriver, comment on va débuter? Est-ce qu'il faut être guidé? Est-ce qu'il faut de la musique? Est-ce qu'il faut être assis? Est-ce qu'en courant, on peut également méditer en étant dans l'action? Si tu avais quelques petits conseils à nous donner avant d'entrer vraiment dans l'épisode lié à la blessure, mais la méditation, comment on débute si on n'est pas vraiment adepte et que l'on n'a jamais pratiqué cette activité? Ouais, c'est super intéressant comme question. Déjà, je veux déculpabiliser les auditeurs, c'est-à-dire que globalement, quand on est sportif, qu'on aime bouger, la méditation, c'est pas le truc qui attire le plus de prime abord. Soyons clairs, ça, je le sais bien. Je voulais aussi lever une première idée préconçue. La méditation, ce n'est pas du tout ne plus penser. Ça, c'est vraiment un mythe qu'il faut absolument chasser de nos esprits. La méditation, au contraire, je vais accueillir mes pensées, mais je vais les regarder comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire des productions de mon mental. Et je vais les laisser passer. Ça, c'est vraiment la base de la méditation. On peut prendre des images, ça peut être les nuages dans le ciel, par exemple, ça peut être des bateaux sur un fleuve que je laisse passer sans embarquer, ça peut être des bulles de savon qui éclatent. Moi, je donne même parfois l'image des pop-up sur l'ordinateur qui s'ouvrent et puis qu'on ferme, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à prendre du recul par rapport à ses pensées. Ceci ne dit pas comment le faire, et ça va être particulier à chacun. Je conseille plutôt d'être guidé au début. Ça peut être très compliqué de se poser tout seul, sachant que l'esprit, c'est vraiment le mental, c'est vraiment comme un petit singe. Il va sauter de branche en branche. Et c'est normal, il faut pas s'en vouloir, il faut pas se juger, c'est parfaitement normal. À partir de là, le fait que quelqu'un guide et nous propose des points de concentration, ça peut être vraiment intéressant. On peut avoir donc des points de concentration, ça peut être la respiration, ça peut être les sensations, ça peut être différentes choses. Et on peut aussi avoir des visualisations. Et ce qui peut être sympa, c'est qu'elles peuvent même être ludiques, en fait, ces visualisations. Donc, c'est pas quelque chose qui doit forcément être austère et ennuyeux. Et par rapport au fait de courir en méditant, je dirais que c'est tout à fait possible et je suis même sûre que les auditeurs, méditant en courant, donc là c'est dans le sens, je suis sûre que les auditeurs méditent déjà en courant. Tout simplement, je suis sûre qu'il y a des moments où ils sont connectés avec l'extérieur, sans vraiment, quand une pensée passe, ils s'y accrochent pas. Et en fait, oui, ça, c'est de la méditation. Donc, on peut tout à fait méditer en courant. On peut méditer aussi en marchant. Si jamais, au début, on va faire quelque chose d'un petit peu structuré avec, par exemple, un audio dans les oreilles. Et marcher, c'est possible aussi. Donc, rien n'est interdit. Comme je dis souvent, la police du yoga ne viendra pas vous arrêter. Donc, il n'y a pas de souci à avoir de ce côté-là. Agnès, quel est ton lien avec la course à pied pour qu'aujourd'hui, tu souhaites justement travailler avec des sportifs, des coureurs à pied, et on va le voir par rapport à ce que tu réalises comme autre activité, en plus de ton activité de professeur de yoga, de travailler sur la blessure. Comment tu as cheminé sur un plan sportif? Quelle est ta carrière sportive? Je dirais très clairement, j'ai pas de carrière sportive. Vraiment, moi, je me considère comme ce que j'appelle une sportive du dimanche. J'ai fait en course à pied. J'ai pas de palmarès incroyable. J'ai fait aussi beaucoup de danse, de pole dance. J'ai fait quelques compétitions en semi-pro, mais voilà, c'est pas quelque chose où je vais étaler mes médailles. Par contre, je suis vraiment quelqu'un qui a une pratique qui est ancrée depuis très très longtemps. Ça m'arrive d'aller courir un semi-marathon toute seule. C'est quelque chose donc qui me plaît et j'ai quand même des volumes d'entraînement qui peuvent être importants. Alors évidemment, je me compare pas à quelqu'un qui ferait de l'ultra trail voilà. J'ai pas du tout cette ambition. Par contre, je suis une coureuse qui court avec plaisir et avec joie. Et ça, je trouve que c'est vraiment important à souligner.
J'ai un rapport spécial avec le sport parce que donc ça fait partie de ma vie depuis toute petite. J'ai d'ailleurs hésité. Je voulais faire à la base un sport-études en gymnastique et puis bon, à l'époque ça n'a pas trop emballé mes parents. En plus voilà, on a déménagé. Bref, ça s'est jamais fait. Mais comme quoi, je reviens quand même au corps et au sport. Donc j'ai j'ai ce rapport vraiment où pour moi c'est un pilier et je pense que du coup ça me permet de comprendre aussi le sportif blessé. Sachant que moi, je suis vraiment, je dirais, ceinture noire en blessure. C'est-à-dire que j'ai expérimenté un nombre de blessures assez incroyable. J'en ai heureusement tiré beaucoup de leçons et c'est ça aussi, au-delà de ce que je sais, on va dire, de ce que j'ai appris autour de la blessure sportive, il y a aussi cette expérience qui vraiment m'aide et me guide. Donc, je sais pas si tu veux que je parle un peu de mes blessures maintenant ou... Alors ton CV de blessé, si on peut l'appeler ainsi, c'est pas forcément quelque chose que l'on souhaite mettre en avant, mais tu l'as dit, hein. J'aime bien cette expression ceinture noire en blessure. Donc là, tu as un niveau d'expertise assez important et on l'a tous, hein. Un sportif qui, dans sa pratique, ne rencontre pas la blessure. Alors, aux auditeurs, à vous de nous dire si parmi vous, certains n'ont jamais été blessés, mais on l'a tous au moins vécu une fois. Donc, je te laisse détailler les différentes blessures que tu as eues et on dérivera sur ce projet que tu mènes depuis quelques mois de façon audio également. En fait, si j'insiste sur mes blessures, c'est juste aussi pour déculpabiliser un peu les auditeurs parce qu'il y a quelque chose d'un peu culpabilisant quand on est blessé et je trouve que c'est hyper important justement de passer au-delà de ce jugement qu'on peut avoir de soi-même. Donc, je vais raconter déjà ma première blessure, juste le contexte, parce que j'ai fait vraiment des grosses erreurs. J'en suis pas du tout fière, mais maintenant, je suis OK avec ça. Je suis passée à autre chose. Je me blesse plus. Enfin, je croise les doigts parce qu'on peut jamais dire qu'on se blesse plus, mais ça fait très longtemps que je me suis pas blessée. Ma première blessure, c'était lors de la préparation du marathon de Paris. J'étais doctorante à l'époque, donc je faisais mon doctorat en neurosciences, donc je travaillais quand même beaucoup. À côté de ça, je faisais beaucoup la fête. J'étais à Bruxelles, donc ça en soi c'est pas grave, sauf que je buvais quand même pas mal, je dormais peu et je n'adaptais pas du tout mes entraînements. Donc ce qui s'est passé, c'est que un vendredi soir, j'ai senti une décharge sous le fessier. Je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon, tu es Wonder Woman, tu vas arriver à passer au-delà de ça. Le soir, je fais la fête. Le matin, j'avais un entraînement. Je me souviens, c'était à peu près 3 heures. C'était une session longue. J'avais très mal, mais pour moi, c'était impossible de pas aller courir. Donc, je suis allée faire mes 3 heures. J'ai fini en marchant et en pleurant. Donc, si je raconte ça, c'est que, franchement, j'en ai honte. Mais je trouve que c'est important de montrer à quel point on peut être déconnecté de son corps, de la réalité, et qu'il y a quand même un chemin qui est possible, parce que c'est quelque chose que je ne referai plus maintenant, heureusement. Donc, le lundi, je vais voir le médecin qui me fait une échographie de l'ischio-jambier. Alors, j'étais pas très agréable comme examen. Et avec ses doigts, il me montre 3. Il me montre un 3. Je me dis dans ma tête, oh non, je vais m'arrêter 3 semaines, c'est pas possible. Et là, il me regarde, il me dit, c'est 3 mois. Je fonds en larmes. Et ça a été ma première blessure. Je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. Le choc, l'échec, enfin bref, tout s'écroule pour moi. J'ai tiré des leçons, donc j'ai mis un petit peu de temps à m'en remettre. J'ai tiré des leçons de ça, mais pas suffisamment visiblement, vu que je me suis mise à la pole dance justement pour solliciter un petit peu plus le haut du corps, même si ça sollicite le bas, mais moi je voulais travailler un petit peu plus le haut du corps. Là, pareil, je me suis refait. Enfin, j'ai eu à nouveau des problèmes aux ischio-jambiers, notamment des tendinites, à répétition. J'ai eu des blessures plus techniques, on va dire, à cause de la barre, où je me suis déchiré le grand droit, l'insertion sous les côtes. Je me suis déchiré une partie de la cuisse au niveau, enfin, vers le psoas. Bref, des trucs vraiment pas chouettes. Encore une fois, j'avais pas appris suffisamment de mes erreurs et j'ai terminé encore en me blessant. Et là, pareil, j'en suis pas fière et je sais que ça peut être très critiquable, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Je me suis blessée en yoga parce que au début, j'avais pas la bonne approche. Alors, j'ai attaqué par un yoga très, très physique, ce qui est très bien. Pour les sportifs, vraiment, c'est super. Mais j'avais pas du tout associé la partie mentale. C'était que du physique pour moi. Et je me suis à nouveau reblessée. Je suis repartie dans des tendinites à répétition. Donc voilà, donc vraiment, j'ai eu un long cycle de blessures. Et c'est seulement quand j'ai commencé à mettre l'aspect
mental du yoga dans la balance que enfin j'ai pu voir le bout du tunnel, quoi. L'expérimentation, Agnès, du yoga venait justement pour compléter ta pratique, pour peut-être déjà éliminer ces blessures à répétition? Alors écoute, je devrais dire oui, mais en fait, à la base, j'ai fait du yoga pour être plus souple. Donc en fait, c'était pour compléter plus ma pratique de pole dance. Je voulais aller encore plus loin. Mais je regrette pas parce que c'est après seulement que j'ai découvert cette partie mentale. Et je pense que là, c'est aussi un message que j'ai envie d'envoyer aux auditeurs. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise porte d'entrée vers le yoga. En fait, on vient vers le yoga pour n'importe quelle raison. Parfois, il y a par exemple des gens qui viennent vers le yoga pour perdre du poids. Certains profs vont dire c'est pas bien, le yoga c'est pas fait pour perdre du poids. En fait, si la personne vient pour ça, il faut l'accueillir et je suis sûre qu'elle découvrira d'autres choses derrière. Donc vraiment, quelle que soit la porte d'entrée, moi je vous invite à venir dans l'univers du yoga. De cette expérimentation de la blessure, de cette ceinture noire dont tu parlais tout à l'heure, c'est par ce chemin-là que tu as souhaité te lancer dans le podcast qui s'appelle Ta blessure, ta chance. Comment tu as été amené à vouloir transmettre ton ressenti à des auditeurs, à une communauté naissante? Oui, en fait, je me suis aperçue, et parce que je l'ai vécu aussi, que chez les sportifs non professionnels, la partie mentale, quand on est blessé, elle est complètement zappée. On est très bien accompagné en termes de médecins du sport, en termes de kiné, la plupart du temps. Hein. En tout cas, si on n'est pas satisfait de l'accompagnement, on peut changer. Donc, il y a vraiment des gens qui sont très compétents pour accompagner au niveau physique. Par contre, au niveau mental, eh ben, on est un peu laissé tout seul. Je pense que c'est pas forcément le cas des sportifs professionnels, parce que justement, on sait à quel point c'est important. Mais quand on est, comme je disais, un coureur entre guillemets du dimanche, hein, c'est pas péjoratif, hein, c'est juste pour mettre voilà en balance avec des gens qui ne font que ça, en fait, qui n'ont que ça dans leur vie et qui donc peuvent consacrer beaucoup plus de temps à ça. Quand on est un coureur qui n'est pas professionnel, on est un peu abandonné. D'autant plus que souvent la famille a parfois du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on est aussi mal. Finalement, ils disent bon bah tu peux plus courir, ben c'est pas grave. Et si en fait, pour moi c'est super grave. Ça fait partie de mon équilibre de vie, de mes piliers de vie. Et là il y a tout qui est remis en question. Donc ça peut même créer des tensions. Hein. On sait que quand on est blessé, c'est pas forcément le moment où on va être le plus sympathique avec les autres, avec notre famille. Donc vraiment, j'avais envie de m'adresser aussi à ces gens-là. Et j'avais envie de montrer qu'en changeant sa vision de la blessure, on peut en faire quelque chose de positif pour la suite de sa pratique sportive. Vraiment, je pense que cette partie mentale, elle est sous-estimée pendant la blessure parce que voilà, c'est vraiment une période qui peut se révéler dure à vivre avec la frustration, la colère, la perte d'identité. On sait ce que c'est. Aussi lors du retour à l'entraînement. Donc vraiment, j'avais envie d'apporter un peu cet éclairage, cette lumière, sans pour autant partir dans quelque chose au pays de Candy. Hein. On parlera, je pense, un petit peu de psychologie positive ici, et justement, je voudrais un petit peu éclaircir cette notion. On n'est pas avec Danny Boone qui nous dit je vais bien, tout va bien. C'est pas ça du tout, mais on peut apporter vraiment quelque chose de positif, un éclairage positif, et c'est ça que j'avais envie de faire. Et puis voilà, de proposer quelque chose de sérieux, mais sans non plus trop se prendre au sérieux. Je trouve que c'est important. Et j'ai choisi le podcast parce que j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je mets des vidéos de pratique. Mais là, je m'adresse pas aux sportifs blessés parce que je pense pas que YouTube, faire des vidéos, ce soit OK pour un sportif blessé. Moi, je veux pas que les gens empirent leur situation. Donc, je trouve que ça, j'avais pas envie de faire la pratique pour un sportif blessé. Je trouve que il faut vraiment être plus, par exemple, via Zoom ou quelque chose où on peut interagir. Et du coup, j'ai choisi le podcast. En plus, honnêtement, qui n'écoute pas de podcast en courant je suis sûre qu'il y a plein de sportifs qui en écoutent pas, mais je pense qu'il y a une bonne dose de sportifs qui mettent une voix dans leurs oreilles. Et j'avais vraiment envie de le faire parce que moi-même, je suis une grande auditrice de podcasts. La question que l'on s'est posée pour préparer l'épisode, c'est en quoi cette blessure rencontrée par le sportif va-t-elle être une opportunité pour progresser? C'est un petit peu provocateur, mais on va détailler justement ces différents aspects. Selon toi, comment vient la blessure
Là, on parle à la doctorante en neurosciences. Qu'est-ce que tu as constaté? Qu'est-ce que dit la science? À quel moment ça lâche? À quel moment survient une tendinite, un claquage, une blessure que l'on ne prévoit pas? On est bien 10 secondes avant et ça lâche. Qu'est-ce qui se passe? Alors écoute, je vais te décevoir parce que j'ai pas de réponse qui va être toute faite, vraie pour tout le monde. Je suis désolée. En fait, ça va être propre à chacun. Par contre, on va pouvoir trouver des grands axes de réflexion. Avant toute chose, je le répète parce que c'est important, je n'émets pas de jugement sur les gens qui se blessent. Ça, c'est super important de le dire parce que on n'a pas à ajouter de la culpabilité à une période qui déjà est difficile. Il peut y avoir, j'ai envie de dire, deux grands cas. Il y a un cas qui va être en fait le plus simple, c'est un problème physique. Ça, voilà, ça peut être juste une blessure comme je me tords la cheville. Ça, alors je dis pas que c'est pas grave, mais c'est des choses qu'on va pouvoir finalement soigner assez rapidement. Il va falloir accompagner le sportif, on va dire, pendant la blessure pour qu'il se sente mieux, moins stressé, moins frustré. Ça peut être vraiment intéressant. Mais il n'y a pas forcément à aller creuser vraiment davantage derrière. Par contre, dans des blessures qui vont être plus récurrentes, dans des blessures où on sait très bien qu'on n'a pas écouté son corps, où on sait très bien que la blessure, elle allait arriver. Et on est allé quand même au-delà. Ça va être des problèmes un peu plus profonds qui vont finalement être soulevés. Alors, je dis pas qu'il faut forcément faire 10 ans de psychothérapie. Non, non, pas du tout. Quoique, pourquoi pas, hein, ça peut, franchement, peut-être, mais en tout cas, moi, c'est pas ce que je vous propose. Par contre, je crois que ça va être vraiment important de se poser des questions, de prendre le temps de se poser des questions sur ses objectifs, sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que finalement je fais du sport? Ça, c'est pas une question qui est facile. C'est quelque chose, par contre, qui peut être vraiment intéressant à faire donc pendant cette période de la blessure, parce que justement, on est un petit peu probablement moins occupé. Essayer de voir pourquoi est-ce que on est allé au-delà de nos capacités. Pourquoi, et ça c'est un sujet qui est un petit peu tabou mais qu'il faut soulever, pourquoi est-ce que peut-être on était en surentraînement? Donc là vraiment c'est des choses qui peuvent être un petit peu difficiles à travailler, ça je le reconnais. Mais pourquoi est-ce que je fais du sport en fait? Est-ce que j'en demande trop à mon corps à cause de ce pourquoi? Est-ce que c'est le bon pourquoi? Et surtout, est-ce que c'est mon pourquoi? Est-ce que c'est le pourquoi de quelqu'un d'autre? Donc, en revenir à soi, qu'est-ce que moi je veux vraiment? Quels sont mes objectifs? Est-ce que ces objectifs sont compatibles avec ma vie, avec mon ressenti du moment, avec mon contexte? Donc pour moi, c'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui vont aller, à mon avis, trouver des réponses dans ces questions, trouver des réponses du pourquoi que la blessure, elle est survenue à ce moment-là. Et ça peut être, par exemple, je dis ça parce que je viens de déménager et j'ai vu à quel point c'est fatigant, ça peut être, j'ai allié un déménagement, j'ai allié également une préparation, je sais pas, de marathon, et j'ai pas voulu lever le pied. Pourquoi est-ce qu'en fait j'ai pas voulu lever le pied alors qu'on sait très bien qu'il y a des périodes où il faut lever le pied. Donc ça peut être intéressant d'aller fouiller là-dedans et surtout de trouver des outils ensuite pour essayer de justement de trouver son pourquoi, de vivre bien avec, etc., etc. Qu'est-ce que l'on appelle blessure, justement? Est-ce qu'il y a, entre guillemets, une période, un timing où l'on dit là, on est vraiment blessé? Est-ce qu'on compte en jours d'arrêt? Est-ce qu'on est sur quelque chose de récurrent comme la tendinite et qui va nous empêcher de pratiquer, on va dire, librement? Parce que si on s'écoute, si on veut pratiquer notre activité running sans bobo, ça n'arrive presque jamais. On a toujours un petit tiraillement à droite, un petit bobo à gauche. C'est aussi ce ressenti, ces sensations qui sont importantes, et tu le disais tout à l'heure, par rapport à des objectifs qui parfois sont peut-être mal fixés, trop ambitieux, et notre corps n'est pas en mesure peut-être de répondre. Mais sur la blessure, c'est vraiment important peut-être de préciser que ça va occasionner peut-être un arrêt important et empêcher le sportif de pratiquer. Comment tu la définirais, cette blessure? C'est une question hyper difficile parce que je vais donner ma réponse, qui n'est pas une réponse universelle, hein. Pour moi, la blessure, c'est quelque chose qui ne fait pas partie du processus normal d'entraînement, justement.
Je vais pas dire il faut pas avoir de courbature, il faut jamais ressentir de douleur. Bien sûr que non. Bien sûr que oui, on peut avoir des courbatures. Bien sûr que même, je crois qu'on peut le dire, on aime avoir des courbatures. Si on courait et qu'on n'avait jamais de courbatures, on se dirait que peut-être on n'est pas dans la bonne zone d'entraînement et ce serait probablement vrai. Sur les autres douleurs, autres que les courbatures, c'est là où il faut devenir méfiant. D'ailleurs, sur les courbatures aussi, des courbatures trop intenses, c'est vraiment un drapeau rouge pour dire attention, signe d'alarme. Si je peux vraiment plus marcher le lendemain, c'est plus une courbature. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est trop intense. Les autres douleurs souvent indiquent un problème, pas forcément grave. C'est là où il va falloir à nouveau essayer de creuser un peu dans qu'est-ce que ça peut être. Ça peut être quelque chose de physique. Donc là, il faut peut-être aller consulter. Donc pas forcément arrêter l'entraînement, mais se dire je vais consulter, je vais voir si c'est un déséquilibre physique. Je vais voir si par exemple est-ce que ça pourrait être lié au stress, des choses comme ça. Donc essayer d'analyser un petit peu sans se dire oh mon Dieu, voilà la blessure arrive, au secours. Donc la limite, elle est un peu difficile à établir. Il faut juste être vigilant, se poser des questions et sachant que en plus, mais je pense qu'on va pas en parler aujourd'hui, mais cette notion de douleur, elle est très particulière, notamment en neurosciences, on le sait, la notion de douleur, elle est très très particulière à chacun. Donc, voilà, je vais pas développer aujourd'hui, mais c'est normal que cette notion de blessure soit pas forcément aussi limpide que ce qu'elle pourrait l'être, puisque la notion de douleur elle-même ne l'est pas. Donc, et puis, par rapport à la durée, bien sûr qu'on peut avoir des blessures chroniques et c'est bien sûr les plus embêtantes, c'est ces blessures chroniques qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent et qui sont probablement celles qui sont les plus difficiles à gérer et qui vont demander d'aller creuser le plus et d'être le plus prises en charge au niveau mental parce qu'elles sont très, très dures à vivre. Mais on en parlait tout à l'heure, on est un peu dans le déni quand on rencontre ces blessures chroniques. Un sportif, un runner, même du dimanche comme je peux l'être, on se dit bon, j'ai cette douleur-là, c'est pas grand-chose, ça va finir par passer, sauf que les semaines avancent, les entraînements se succèdent, la blessure ne disparaît pas, la gêne ne disparaît pas, jusqu'à ce qu'on arrive au moment fatidique, là où on est vraiment obligé de stopper son activité. Et peut-être que si on avait écouté un petit peu plus ses sensations dans les semaines précédentes, réduit un footing de 10-15 minutes, ne pas avoir fait la dernière fraction pour absolument finir l'entraînement tel qu'il était prévu, peut-être qu'on n'irait pas dans ce mur et dans cette période d'arrêt derrière. Donc je pense qu'il y a aussi une pédagogie à apporter aux coureurs, qu'ils soient attentifs à leurs sensations. Il y a certains plans, et tu vas me rejoindre, c'est ton côté enseignant qui va ressortir, Agnès, mais il y a ce que l'on planifie et il y a ce que l'on réalise. Et il y a souvent un décalage. Si je reprends mon exemple de classe, mon programme, il est établi, mais ça se passe pas comme je l'ai, on va dire, souhaité. On prend un petit peu de retard ou on est un petit peu en avance, c'est rarement le cas, mais on s'adapte. Et sur la course à pied, sur la planification, je pense qu'il faut être également dans cette optique-là de sensibiliser les coureurs à avoir peut-être le contrôle sur leur entraînement. C'est pas parce que l'entraîneur va leur dire vous avez cette séance-là aujourd'hui, il faut absolument faire 10 fois 400 mètres à cette allure-là. Il faut tenir compte, comme tu l'as dit, de l'état de stress, de l'état mental, de la vie de famille, de la vie professionnelle qui est impactante. Si on coupe et si on scinde vraiment ces deux aspects-là entre le sportif et tout ce que l'on vit à côté, on risque d'aller plus rapidement vers la blessure. Ouais, je vais pas aujourd'hui aller dans vraiment l'écoute du corps. Je vais pas détailler l'écoute du corps parce que voilà, ça mérite un épisode à part. Mais c'est vrai que c'est fondamental, bien sûr, d'écouter son corps. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut s'arrêter à chaque fois que j'ai un bobo? Non. Mais comme je disais, première chose, c'est important de prendre l'avis d'un médecin, d'un kiné. Deuxième chose, c'est important, bien sûr, de tenir compte de ses sensations. Et là, on dit, bah oui, mais c'est facile, du coup, voilà, il suffit de réajuster. Et c'est vrai que c'est du bon sens, sauf que les gens ne le font pas. Et pourquoi ils le font pas? Eh ben, il faut aller chercher au niveau du mental. On est dans une société où on nous dit, tu vaux quelque chose uniquement si tu performes, et où vraiment on a ces espèces d'objectifs fixes qu'on se met et dont on ne veut pas, qu'on ne veut pas lâcher. Et c'est là où le yoga a vraiment toute sa place, c'est que le yoga apprend un petit peu à lâcher prise
par rapport à ça. Alors attention, je veux pas dire que si on se met au yoga, on n'aura plus d'objectifs, on va finir dans son canapé à gober des M&M's. C'est pas du tout ça. Mais ça veut dire que ça va nous apprendre à mettre un petit peu de distance entre nous, notre valeur et notre pratique sportive. De pas identifier ma valeur à ma pratique sportive. Moi, je sais que je me suis blessée à cause de ça, parce que je pensais que j'étais quelqu'un de bien que si je performais. Maintenant, très honnêtement, le yoga m'a appris à aller au-delà de ça. Alors, bon, ça fait un peu bisounours quand on dit ça, mais c'est vrai que en yoga, on a une règle de vie qui s'appelle Ahimsa, qui est la bienveillance envers les autres, hein, bien sûr, mais aussi la bienveillance envers soi-même. Et on peut même aller au-delà, c'est l'amour de soi-même. Alors, c'est un bien grand mot et pourtant, c'est hyper important parce que je crois que le rapport au sport, il est souvent teinté de cet amour ou de ce désamour de soi-même. Et le yoga peut vraiment permettre de travailler là-dessus parce que on va un petit peu se détacher de ses performances, se détacher de voilà ce que je sais faire. En fait, on va juste s'aimer parce qu'on est un être humain et comme tout être humain, on a le droit d'être respecté et ça, c'est quelque chose que vraiment qui infuse à travers le yoga. Il n'y a pas de cours pour apprendre ça, mais c'est quelque chose que le yoga transmet. Ça met un petit peu de temps, mais vraiment, ça permet d'être un petit peu plus serein par rapport à ça. Du coup, aussi par rapport à son rapport aux autres. Il y a plein de choses qui vont être teintées avec ça. Mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur ta pratique, comment tu l'envisages, c'est-à-dire qu'on est sur un running plaisir et ça doit être de toute façon au centre de nos préoccupations. Si à partir d'un moment, on réalise un entraînement ou un plan qui occasionne peut-être du dégoût, le fait de ne plus avoir envie d'aller faire telle ou telle séance et que l'on perd justement cette notion de plaisir, on est peut-être pas sur le chemin de la blessure, mais arrive un moment donné, ça risque de nous en demander un petit peu trop et d'être confronté à ces périodes d'arrêt, à ces tendinites. Moi, ce que je dis aux personnes que je peux accompagner dans l'entraînement en tant qu'apprenti entraîneur, mais je le vois avec les échanges que j'ai avec mon entraîneur également, c'est ça. On a mis au cœur de notre pratique le plaisir. Fais-toi plaisir avant tout. Si derrière, il y a des chronos, s'il y a des choses qui vont tomber, des performances qui vont être améliorées, très bien. Mais d'abord, le plaisir avant tout. Oui, complètement. Et justement, c'est souvent quand on a un mauvais pourquoi, enfin un mauvais, je dis pas mauvais pourquoi, c'est quand on a un pourquoi qui est pas aligné, on va dire. C'est un petit peu plus correct comme terme. Quand on a un pourquoi qui est pas entre guillemets aligné, on va perdre souvent cette joie. C'est vraiment un indice qu'il y a un souci, qu'il y a quelque chose à corriger. Et je crois que la joie, le plaisir de pratiquer, c'est au cœur de la pratique. Mais on perd ça à cause des injonctions qu'on met, il faut que tu performes. Et c'est marrant, il y a un livre qui s'appelle Humanité, une histoire optimiste. Je crois que l'auteur, du coup, j'avais pas préparé cette référence, mais je crois que c'est Brugman, l'auteur, ou Brugman. Bref, si vous tapez optimisme, Humanité, une histoire optimiste, je vais y arriver. Vous allez tomber sur le livre. Et justement, ce livre montre, à travers les études scientifiques, ou plutôt à travers la revisite d'études scientifiques, que l'homme, à la base, c'est un être qui est joyeux, qui est en fait un être qui est bon, qui est sociable, qui aime s'amuser, c'est un être joueur, et qui perd ça justement avec la société qui nous enferme un petit peu là-dedans. Et je critique pas la société, hein, je sais très bien de vivre en société, mais il faut avoir conscience que ça peut créer des déséquilibres au niveau de notre pourquoi, tout simplement. Alors Agnès, on va poser le contexte. On est sportif blessé. Quelles sont les différentes étapes dans cette gestion de la blessure que l'on va pouvoir rencontrer au fur et à mesure des jours, des semaines, peut-être des mois pour certains? Est-ce qu'on est dans un processus comme le deuil, avec peut-être le déni, de la colère, une acceptation pour ensuite trouver une forme de sérénité? Toi, cette dégringolade en U, on est sur une pente descendante avant de toucher le fond pour petit à petit remonter. Oui, complètement. Il faut savoir que déjà, la blessure, c'est souvent perçu comme un échec.
Et l'échec, il est dur à vivre, d'autant plus en France. On a une culture de l'échec qui est assez négative. C'est-à-dire que au lieu de dire, OK, bon ben tu t'es planté, maintenant qu'est-ce que tu en fais? On est plutôt à dire, tu t'es planté, c'est pas bien. Et je pense que en tant que prof à l'éducation nationale, moi c'est quelque chose que j'essayais de véhiculer, le fait que l'échec c'est quelque chose qui en fait peut être positif, mais disons que globalement c'est pas quelque chose qui est très véhiculé. Donc déjà première chose, on va être dans quelque chose qui est difficile par rapport à cet échec. Donc ça peut être, oui, comparé à un deuil. Alors, bien sûr, entre guillemets, c'est moins grave qu'un deuil, même s'il n'y a pas d'échelle de gravité dans la souffrance. On peut souffrir très, très fort parce qu'on est blessé. Et c'est complètement entendable. Il y a même des gens qui font des dépressions liées à la blessure. Et d'ailleurs, là, je voulais juste, et j'en profite pour passer le message, si jamais vous sentez qu'il y a qu'il y a une dépression qui pourrait pointer le bout de son nez en lien avec cette blessure, c'est important d'aller consulter. La dépression, c'est une pathologie qui se soigne. Notamment, c'est une pathologie où on sait qu'il y a des déséquilibres au niveau du cerveau, des déséquilibres au niveau de la quantité des neurotransmetteurs. Donc, ça peut se soigner, surtout si c'est une dépression qui est liée à un événement particulier. Donc, il ne faut pas hésiter à aller consulter. C'est tout à fait entendable de faire une dépression parce qu'on s'est blessé. Et deuxième chose, si jamais vous êtes dépressif, la méditation n'est pas recommandée. C'est la seule contre-indication, c'est en cas de dépression, on ne recommande pas de méditer. C'est pas forcément bien de se retrouver face à ces pensées en réalité. Ça peut être un petit peu compliqué. Et du coup, pour en revenir aux étapes, alors je vais pas donner les étapes par lesquelles on passe, mais plutôt les étapes justement pour rebondir. Je pense que ça va être intéressant. Je vais pas forcément faire une liste complètement exhaustive. Si jamais certains sont intéressés, j'ai fait une petite roadmap où je mets les 8 étapes et les gens peuvent aller la télécharger gratuitement. Elle est facile à trouver sur mon site, sur mon Insta, bref. Mais je vais vraiment insister sur ce qui me semble prioritaire et que les gens pourront emporter avec eux. La première chose, c'est justement d'éviter d'être dans le déni en se laissant un temps pour accueillir les émotions négatives, les reconnaître, vraiment dire « Ok, je suis pas bien. Et c'est comme ça, j'ai le droit de pas être bien. » C'est un petit peu comme quelqu'un qui viendrait frapper à la porte. Si on lui ouvre pas, il risque fortement de rester, alors peut-être pas de rester tout le temps derrière la porte, mais à un moment, il va revenir. Peut-être pas au bon moment. Alors que si on lui ouvre, on va pouvoir l'observer et peut-être, si c'est une émotion négative, lui dire « Ok, je t'ai vu, merci. Mais par contre, je vais pas te laisser rentrer, je vais pas te laisser installer ta tente dans mon salon. Ça, c'est pas possible. » Et on va justement passer à une deuxième phase qui va être essayer de ne pas s'engluer dans ces émotions négatives. Essayer un petit peu de, entre guillemets, défocuser, donc de ne pas faire de zoom sur notre situation, sur cette épreuve qui arrive et qui est une épreuve. Et là, je voulais juste insister sur le fait que si vous avez tendance à focuser, je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Allez, à faire le focus. Focaliser. Focaliser, c'est ça. Parce que je parle anglais, voilà. À focaliser, c'est mieux. À focaliser, c'est normal. En fait, votre cerveau, il est fait pour ça. Il est fait pour focaliser sur les choses négatives. C'est normal à la préhistoire. Peut-être que vous avez déjà entendu cette notion, mais il valait mieux se méfier des tigres à dents de sabre. Il valait mieux vraiment être très fixé là-dessus, faire très attention. Or, la société a changé. Il n'y a plus de tigres à dents de sabre. Il n'y a plus finalement de danger immédiat. Enfin, bien sûr, il y en a, mais on va dire dans la vie courante, il y en a beaucoup moins. En tout cas, la blessure n'en est pas un. Il n'y a pas de danger de mort, a priori. Donc, le cerveau, en fait, le problème, c'est qu'il n'a pas évolué aussi vite que la société dans laquelle on est. Et il est resté sur cette histoire de se focaliser sur les choses qui sont négatives. Donc, c'est normal parce que négatif égale danger. Donc, c'est quelque chose qui est fait pour protéger, pour vous protéger, mais il faut en avoir conscience déjà et puis essayer justement de changer un petit peu ça. Donc, c'est normal, on va avoir tendance
Hein, focaliser sur le négatif, sur la douleur aussi. Hein. Et ça, c'est des exercices qu'on peut faire en méditation. Hein. Essayer de défocaliser sur la douleur. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. Et justement, j'en viens à l'étape suivante importante qui est l'acceptation. C'est un mot qui est parfois un petit peu mal entendu, enfin, mal compris. En yoga, on appelle ça santosha. C'est l'acceptation. Encore une fois, c'est une règle de vie yogique. C'est l'acceptation. On retrouve ça aussi en psychologie positive. La psychologie positive, c'est un petit peu la psychologie du bonheur. Elle a été élaborée par Martin Seligman et il voulait un petit peu comprendre pourquoi finalement, comment est-ce qu'on peut être heureux. Et vraiment, dans les deux cas, que ce soit en yoga, en psychologie positive, on va essayer d'accepter les choses. D'accepter les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Donc ça, c'est important. J'accepte les choses sur lesquelles je n'ai pas de contrôle. Et à partir de là, à partir de ce constat, je n'ai pas le contrôle là-dessus, comment est-ce que je peux faire au mieux? Et ça, c'est important, cette notion de faire au mieux. Donc, en fait, l'idée, c'est d'arrêter de nager à contre-courant, de s'épuiser. De toute façon, j'ai pas les cartes en main. Donc, au contraire, sur quoi est-ce que je peux mettre mon énergie? Et là, j'avais envie de citer Christophe André, qui est un psychologue et un psychothérapeute. Et j'aime beaucoup sa citation qui renvoie aussi un petit peu aux stoïciens, à la philosophie des stoïciens. Et cette citation dit accepter, c'est choisir de se donner plus de force et de lucidité pour changer. Et je trouve que ça résume beaucoup de choses. Donc vraiment, il y a une erreur à pas faire qui est de confondre acceptation et résignation. D'accord? L'acceptation, c'est vraiment je vais quand même être actif. Par contre, je vais pas m'épuiser à lutter contre quelque chose que je ne contrôle pas. Donc vraiment ici, si on a deux phases, ce serait vraiment la phase de lucidité où je regarde mes émotions, j'accepte mes émotions sans les laisser m'envahir. Et vraiment, j'essaye de les accepter. Et ça, cette phase d'acceptation, mais aussi où on va essayer de cultiver les émotions positives, c'est super important. Parce que, et ça c'est scientifiquement prouvé, on sait à quel point le moral est important dans la guérison. Ça, c'est super important. C'est vrai dans la blessure, c'est vrai dans des pathologies, ça a été montré, dans des pathologies beaucoup plus lourdes comme les cancers. On sait que le moral de la personne est un facteur prédictif de la guérison. En tout cas, ça fait partie des facteurs qui peuvent permettre de donner plus ou moins d'espoir de guérison. Et donc ça, ça c'est vraiment la première partie. Et ensuite, je dirais ce qui est important, il y a deux autres phases dont je voudrais parler. C'est l'analyse des erreurs, bien sûr. Est-ce qu'on peut tenir, Agnès, un petit carnet? Comment on va justement cheminer ces émotions dont tu parlais tout à l'heure, cette acceptation? Est-ce que le temps que l'on a, puisque l'on ne peut plus le consacrer à notre activité préférée, à savoir le running, est-ce qu'on peut l'utiliser pour justement ces séances un petit peu d'introspection, de réflexion? Quels outils tu pourrais donner aux auditeurs pour cette première phase? Et puis, on va voir les exercices que tu proposes pour cette phase de compréhension et d'analyse des erreurs qui ont été commises. Oui, complètement. Là, il y a vraiment des outils. Et d'ailleurs, il faut être proactif. Donc, qui dit proactif dit se saisir d'outils qu'on nous propose. Alors, le seul problème, c'est que souvent, c'est des outils entre guillemets calmes parce que justement, on est obligé de se poser. Donc, parfois, c'est normal. Ça peut être un peu dur pour le sportif, mais il peut voir ça un petit peu comme quelque chose d'exploratoire, un petit peu de curiosité, d'exploration. On peut avoir pour arriver à justement à travailler sur ces émotions, tout simplement la méditation. Ça, c'est quelque chose de super important. On va pouvoir en plus, peut-être qu'on y reviendra, travailler plein d'autres choses à travers la méditation, mais vraiment, tout simplement, je vais observer. OK, comment est-ce que je me sens? Ça va me permettre aussi d'apaiser un peu le mental. En fait, d'ailleurs, on va dire, c'est le but du yoga dans un des textes qui sont les Yoga Sutras de Patanjali. C'est un des textes de référence du yoga. On dit que finalement, le yoga, c'est apaiser les fluctuations du mental. C'est le but du yoga.
Et la méditation, elle est là pour ça. C'est un petit peu comme un lac où il y aurait des turbulences, on voit pas bien à travers et on va pouvoir guider le mental vers, donc à partir de cet état agité, vers un état beaucoup plus apaisé, un lac beaucoup plus calme et je vais pouvoir voir les choses de manière beaucoup plus objective en fait. Et de là, je vais pouvoir me sentir mieux pour justement cheminer, travailler sur mes émotions positives. Alors, les émotions positives, ça peut se faire aussi par des mantras, par des affirmations positives, même si attention, je mets en garde, c'est pas en répétant, comme je disais, je vais bien, tout va bien, que ça va s'arranger. Hein, c'est un petit peu plus subtil. Il faut que le cerveau croit à ce qu'on dit. Si par exemple, je mets comme affirmation positive, je suis invincible, le cerveau le croira pas. Par contre, si je me mets en affirmation positive, j'apprends à gérer ma pratique et cela va payer. Ça, c'est quelque chose que le cerveau peut croire, qui va pouvoir être utile. On a ce qui est aussi ça j'aime beaucoup cette pratique, le journal de gratitude. Ça, c'est quelque chose qui vraiment permet de changer d'état d'esprit. Vraiment, et ça, c'est prouvé aussi scientifiquement. On sait que les gens qui tiennent un journal de gratitude se sentent mieux. Et on sait aussi que les gens qui sourient se sentent mieux parce qu'on sait que le cerveau, donc, quand on sourit, va produire des substances qui vont être source de bien-être. Et ce qui est encore mieux, c'est que ce soit un sourire naturel ou pas, on va avoir cet effet-là. Donc, on peut travailler sur des choses comme ça. Moi, je sais que je propose pas du tout de yoga du rire. Je suis pas formée là-dedans. Si ça intéresse certains, ils peuvent aller voir le yoga du rire. C'est quelque chose qui est un peu particulier, mais pourquoi pas? Moi, j'en ai fait une séance. J'avais trouvé ça assez sympa. Mais ça peut juste être installer un sourire intérieur pendant ma méditation, me connecter à ça. Sans pour autant parler de sourire tout le temps en permanence, parce que là, on serait dans le déni. Hein. Le but, c'est pas de garder un sourire figé en permanence. Là, c'est l'inverse, c'est du déni. Mais juste infuser avec des choses qui sont un petit peu plus agréables. Et donc, donc je dirais tout ce qui est méditation. Et pendant la méditation, on peut même venir infuser des choses agréables, des sensations agréables dans l'espace de la cage thoracique, par exemple. Des mantras, un journal de gratitude. Et le journaling, oui, je l'utiliserai aussi, donc c'est-à-dire le travail sur un carnet. Je pourrais l'utiliser pour vider le mental. Ça, c'est tout à fait possible. De l'écriture, j'écris, je libère tout sur le papier, je m'en débarrasse. Ça pourrait être... et après, les carnets, ça peut être aussi intéressant au-delà de ça, donc le journaling, pour travailler sur des objectifs et bien sûr, pour mettre en place un suivi d'habitude, des choses comme ça qui peuvent être vraiment ancrées sur le papier et qui peuvent aider à cheminer à travers cette blessure. Et ensuite, ce qui est chouette, c'est qu'on peut s'en servir à la reprise de l'entraînement. Pour aller vers cette reprise de l'entraînement, tu l'as dit, il faut identifier les erreurs. Quelle est la pédagogie? Comment on va fonctionner pour repérer ce qui nous a conduit jusqu'à la blessure? C'est là, mais lors de la première blessure, on l'aura pas fait, justement, mais c'est tenir, comme tu disais, un carnet, ça peut être super intéressant. Tenir un carnet en mettant à l'intérieur ce qu'on pense pouvoir influer sur la blessure, influencer notre blessure. Ça peut être bien sûr mon volume d'entraînement. Ça peut être ça, je sais qu'il y a pas mal de sportifs qui le font. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est, on va dire, accepté dans le milieu sportif. Mais y associer d'autres choses. Y associer vraiment le contexte. Y associer le niveau de stress. Est-ce que je me sens stressée aujourd'hui? Y associer les ressentis. Noter comment je me sens avant la séance, pendant la séance, après la séance. Donc vraiment faire un suivi au-delà juste des chiffres. Vraiment un suivi du ressenti. Et là, on va pouvoir peut-être établir des corrélations. Voir que à chaque fois que j'ai du stress, j'ai une douleur ici. Moi, je sais que à chaque fois que je stresse, notamment par le déménagement, j'ai eu un gros pic de stress. Je sais qu'au niveau de mon dos, j'ai une scoliose, je suis toute tordue. Je sais que je vais avoir des crispations qui vont s'installer. C'est pas grave en soi. Je le sais, ça veut juste dire que je vais faire attention. Je vais pas prévoir des choses de folie, des séances de folie. Donc, en fait, ça va être quelque chose, cette analyse d'erreur qui va demander un petit peu de temps,
à part si vraiment c'est des choses qui sont flagrantes, qui va demander un petit peu de temps et qui va demander, voilà, d'investir un petit peu, mais je pense que ça vaut vraiment le coup. Et puis, ça peut être aussi un tracker avec mon hydratation. Alors, quand je dis ça, les gens, ils me disent, non, non, mais c'est bon, je bois. Est-ce que vraiment c'est le cas tous les jours? Est-ce que c'est sûr que vraiment l'hydratation elle est suffisante? On peut aussi faire un suivi de ce qu'on mange. Pourquoi pas? Du sommeil, ça c'est super intéressant. C'est un gros facteur de blessure. Voilà, le manque de sommeil, la qualité du sommeil. C'est un peu un gros boulot, mais c'est quelque chose qui peut vraiment être un game changer, comme je dirais. Après, aux auditeurs de voir quels sont les facteurs qu'ils souhaitent analyser. Si je sais que je mange déjà hyper sainement, qu'à ce niveau-là, il y a rien qui est entre guillemets déconnant, ok, peut-être que je fais pas mon suivi. Mais parfois on peut avoir des surprises. Donc voilà, il faut aussi avoir de la curiosité et essayer de suivre un petit peu ses entraînements, son ressenti, ses habitudes, et ça peut être vraiment vraiment intéressant. En étant actif durant cette période, on va beaucoup plus rapidement retrouver de la sérénité. Et tu le parlais tout à l'heure, hein, de psychologie positive. On tend vers une sortie de crise avec ces différents outils, ces différents éléments mis en place pour que le sportif, alors d'une, retrouve le plaisir de courir ou de pratiquer son activité, et derrière soit capable, dans un délai qui n'est pas identifié, mais si une blessure venait à pointer le bout de son nez, d'être capable peut-être de réduire l'intensité, de réduire le volume et de ne pas aller jusqu'à cette nouvelle période d'arrêt. Ouais, de réajuster. En fait, moi, je parle souvent de réajustement, voilà, de l'entraînement. Du coup, oui. Quelle était ta question? C'était justement par rapport à cette sortie de crise et cette psychologie positive. On va pouvoir travailler sur ces aspects et sur cette préparation mentale pour optimiser donc la reprise d'activité et de ne pas retourner dans ces travers, retourner dans des schémas qui nous ont déjà conduits à la blessure. Donc, il y aura eu tout cet apprentissage en amont pour repratiquer dans de bonnes conditions et ne, je l'espère, pas retourner dans un schéma de blessure. Ouais, ce que vraiment je conseille, c'est pendant la blessure, donc mettre en place ces outils. En profiter aussi pour mettre en place toutes les bonnes habitudes, parce qu'on a un petit peu plus de temps. Donc, vraiment prendre ce temps pour se dire, j'essaye de mieux dormir, de bien m'hydrater, etc., etc. Mais du coup, je vais garder ces outils. Ensuite, l'idée, c'est pas, ok, je suis blessée, je mets en place des outils, puis ensuite, je les abandonne. C'est de garder les outils qui nous conviennent le mieux. Je dirais aussi, pourquoi pas, d'ajouter ensuite une vraie pratique de yoga dynamique. Une vraie pratique. Alors pourquoi je propose du yoga dynamique? Tout simplement parce qu'en général, ça plaît aux sportifs. Ce yoga dynamique a un côté un petit peu ludique, où on va vraiment ressortir de la séance en sentant qu'on a vraiment travaillé au niveau musculaire. Mais en même temps, à travers ce yoga dynamique, on va aussi travailler d'autres choses comme la confiance en soi, qui est souvent un petit peu perdu pendant la blessure sportive, même carrément perdu. Et c'est pour ça que c'est important de mettre des choses en place, parce que le fait d'être actif, ça permet de reprendre confiance en soi. Donc vraiment, je trouve que c'est important de se dire, pendant la blessure, je mets en place des outils et je vais pouvoir continuer à les utiliser, continuer à utiliser la méditation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est reconnu. Il y a plein de sportifs de haut niveau maintenant qui le disent, qui disent qui méditent. Ça va permettre de travailler sur plein de choses. Ici, c'est pas forcément ce que je vais développer, mais c'est quelque chose qui va vraiment être utile. On va pouvoir garder ce travail de journaling. On va pouvoir garder ce travail également. Bon, bien sûr, on va avoir des respirations, plein de choses comme ça. Justement, la place de la respiration, Agnès, oui. Dans la pratique sportive, on peut l'intégrer donc peut-être avant une séance, avant une course pour faire baisser le niveau de stress. Moi, je l'utilise même sur des temps de récupération. Toi, si je fais des 400 mètres, des 1000 mètres, d'avoir vraiment cette conscience de la respiration au moment où je récupère pour redescendre un petit peu en pression, être vraiment concentré sur mes sensations et repartir de plus belle sur une nouvelle fraction. Donc, la respiration est un outil assez puissant pour le sportif.
Ah, complètement. C'est clair qu'il y a des respirations qui vont beaucoup aider le sportif. Je sais pas laquelle toi tu pratiques. Peut-être que c'est celle où tu comptes tes inspirations, tes expirations, peut-être jusqu'à 5. Je sais pas si En c'est étant peut-être concentré, voilà, entre Samavriti. ce qui Ouais, rentre et ce qui exactement. ressort. Voilà. En général, Samavriti, en plus, on va ajouter des suspensions de souffle, mais voilà, ça c'est quelque chose qu'on travaille en cours, mais c'est hyper, oui, hyper utile aux sportifs. Il y a plein de respirations différentes qu'on peut mettre en place. Il y a un effet anti-stress qui est prouvé. Et donc, la chose qui est aussi intéressante, c'est par exemple de faire une respiration avant une méditation, parce que ça va permettre de se concentrer, ou même pendant une méditation, et de se mettre en relation, voilà, plus apaisé avec ses pensées. Donc vraiment, la respiration, et je dirais même plus les respirations, parce qu'il y en a tout un panel, c'est quelque chose qui est super utile. On peut faire des respirations apaisantes, des respirations au contraire qui vont permettre de donner de l'énergie, qui vont permettre de s'équilibrer. Enfin, il y a plein de choses à faire là-dessus. Sur cette reprise d'activité, est-ce que tu aurais des signaux d'alerte, des messages à prodiguer aux coureurs à pied pour ne pas retomber trop rapidement dans un schéma de blessure? Sur quoi il va falloir être attentif lorsque l'on va remettre ses chaussures? Mais je vais revenir un peu à ce que j'ai dit, mais c'est aussi, donc bien sûr, c'est à les sensations physiques. Donc, j'ai dit, hein, aujourd'hui, je vais pas parler de la connexion au corps, mais c'est vraiment de se connecter réellement à son corps et d'essayer de ressentir un petit peu, OK, comment je suis aujourd'hui dans mon corps. Ça, c'est super important. Et c'est aussi d'en tenir compte. Et ça, c'est le travail qui a été fait peut-être avant sur justement le fait de mon pourquoi, le fait peut-être de me dire, bah, oui, j'accepte que ma reprise, elle soit pas telle que je la souhaite. Parce que ça, c'est pas prévisible, en fait. Et c'est pour ça que tout ce qu'on a fait pendant la blessure, on va pouvoir le réutiliser après la blessure, au retour à l'entraînement. Et même d'ailleurs, on va pouvoir l'utiliser dans plein de situations de la vie. En réalité, quand on travaille sur cette blessure, on travaille sur notre résilience, voire sur ce qu'on appelle notre antifragilité, c'est-à-dire que j'ai un choc et je reviens encore plus fort. Après, bien sûr, je dirais qu'il faut continuer à travailler le côté physique. C'est pour ça que voilà, tout ce qui est peut-être continuer un peu avec des séances de kiné, mais ça, voilà, ça c'est pas mon domaine, donc ça je le laisse faire les professionnels de la santé là-dessus. Mais avec du yoga, on va travailler de manière relativement douce, enfin relativement douce. En tout cas, on va travailler profondément sur la musculature, voilà, sur des choses qui peuvent aider à ce retour à l'entraînement. C'est ce qu'on disait, Agnès, avec Florence et Xavier sur cet épisode consacré à la lombalgie, où on indiquait qu'il faut faire confiance à notre dos, par exemple, lorsqu'on est sujet à ces blocages au niveau des lombaires. Le dos est solide et si on l'entretient, si on bouge, on va de toute façon pouvoir reprendre une activité physique assez rapidement et c'est par le mouvement que l'on va pouvoir justement impulser ce genre de choses. Mais derrière, c'est aussi un biais mental, c'est-à-dire que si on se dit le dos est capable d'endurer les séances de course à pied, ça va lui faire du bien, derrière, on pourra repartir de l'avant. Là, on est vraiment sur un équilibre entre se faire confiance. Oui, le dos, il est costaud, il est solide, hein. On n'est pas fragile, hein. Ça, c'est quelque chose qu'on peut ressentir. Et au contraire, hein, on sait que des douleurs peuvent venir du fait qu'on ne bouge plus. Donc, ça peut être même contre-productif d'avoir peur, hein. Cette peur, on sait que c'est quelque chose qui peut impacter notre sensation de la douleur. Ce qui est important, c'est que je vais donc avoir cet état d'esprit positif. Je fais confiance à mon dos. Attention, par contre, moi, il y a juste une chose où parfois j'ai un petit peu du mal. C'est un petit peu la tendance actuelle de dire je peux faire n'importe quoi, n'importe comment. De toute façon, mon dos, il est costaud. On est un peu dans cette tendance. La douleur, elle est que dans la tête. Attention, c'est pas vrai. Il y a quand même des bons gestes à avoir. Donc, je crois que c'est important de se dire mon dos il est costaud, ok, je sais que ça va bien se passer, donc de se mettre toujours dans cette psychologie positive, mais par contre de faire des mouvements qui sont justes, c'est-à-dire de pas non plus se dire bon bah tout va bien se passer, je fais n'importe quoi. Donc c'est de trouver ce juste équilibre. Je crois que c'est important parce qu'en ce moment on parle beaucoup du fait que la douleur elle est dans la tête. Déjà elle est pas dans la tête dans le sens où elle n'est pas imaginaire, hein. Si on a mal, on a mal. Ça, il faut le prendre en compte. On peut pas nier ça. Par contre, c'est vrai qu'il faut pas qu'elle nous empêche, en tout cas que la peur de la douleur nous empêche d'avancer. C'est important, oui.
Donc à la question, est-ce que la blessure peut être une opportunité pour progresser? On peut répondre oui alors. Ah ben, selon moi, oui. Je dirais même, ce serait dommage de pas en faire une opportunité pour progresser. C'est une opportunité pour progresser à condition de la saisir. Vraiment, je crois que c'est ça et à condition de d'être proactif pendant cette période de blessure sur le physique, bien sûr, ça c'est indéniable, mais aussi sur le mental. Alors Agnès, si les auditeurs veulent te retrouver, sur quels outils, sur quels supports on peut prendre connaissance de tes travaux, de tes publications et des vidéos, podcasts que tu publies? Alors, donc on peut me trouver sur Instagram. J'y mets donc tout ce qui concerne le sportif blessé. J'y mets aussi d'ailleurs mes actualités en présentiel à Toulon. On peut aussi me retrouver sur mon site internet. Si les auditeurs veulent aller jeter un coup d'œil, ils vont trouver aussi peut-être des choses qui peuvent les intéresser à télécharger, comme je disais la roadmap en 8 étapes, pour leur rappeler un petit peu les étapes de la blessure. Le mieux, je dirais, c'est peut-être de s'inscrire à la newsletter, parce que moi, c'est un peu le rapport privilégié avec les gens. Je tiens à dire, elle est juste bimensuelle. Après, je suis pas en train de leur envoyer des messages tous les matins. Je rassure les auditeurs, je ne spamme pas. Mais du coup, c'est là un peu où je mets toutes mes actualités. Là, notamment, je vais normalement sortir. Il n'est pas encore complètement fini, mais sortir un petit programme sur 3 mois, mais qui sera pour le post-blessure cette fois-ci, où on va faire des séances en live et il y aura aussi des bonus d'accompagnement. Donc voilà, pour être tenu au courant, le mieux, Instagram, mon site internet. Et la newsletter, on peut s'y inscrire. Enfin, franchement, c'est facile de trouver mon lien en bio sur Instagram. Voilà. Alors, dernière question, Agnès, traditionnelle, un instant pour toi à côté de tes pompes. Ce serait quoi? Qu'est-ce que tu aimes faire lorsque tu n'es pas en activité de yoga ou en activité de running? Alors, du coup, j'ai envie de dire peut-être 3 choses. J'aime manger du chocolat. J'aime être en pyjama pilou-pilou. Voilà, ça c'est très important dans ma vie, le pyjama pilou-pilou. Et j'aime lire. Et ce qui est bien, c'est que les 3 sont compatibles. Je peux manger du chocolat en lisant, en pyjama, en pilou-pilou. Donc je dirais en vrai, l'activité principale, c'est quand même probablement la lecture ou l'écoute de podcasts. J'aime beaucoup m'informer, puis ne serait-ce que pour m'inspirer, continuer à apprendre plein de choses, à rester à jour, etc., etc. Eh bien, un grand merci Agnès pour cet échange, cette introduction donc à la blessure, comment on peut en tirer du positif. On était sur de la psychologie positive. On ne voulait pas absolument avoir un discours négatif, catastrophique dans cette gestion de la blessure. C'est vraiment positiver. On a touché le fond, on peut rebondir et s'en servir pour avancer. Donc, merci pour tes éclairages. Écoute, de rien. Merci à toi de m'avoir reçu sur ton podcast. Et je remercie aussi les auditeurs pour leur écoute. Donc, que vous soyez en activité ou blessé, je vous invite à mettre en pratique ces outils, ces routines pour gérer au mieux ces temps un petit peu creux, ces temps un petit peu faibles que l'on a donc dans notre pratique au quotidien. Et pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire. Ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante
encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.